nutrition et de phytothérapie. وبما أن رمضان على الأبواب, j'avais très envie en cette occasion de parler des bénéfices physiques insoupçonnés du jeûne et comment la pratique de l'aspect spirituel va jouer un rôle important pour réaliser tout le potentiel positif de Ramadan. Le mois de Ramadan est une occasion à saisir pour atteindre le but pour lequel on le pratique, qui est la purification du corps et de l'esprit. La restriction de la nourriture sous une forme ou l'autre a existé dans toutes les civilisations du monde parce que tous les peuples ont compris l'utilité du jeûne. Alors même si ce n'est pas l'objectif de ce podcast, on va quand même toucher 2 mots par rapport à l'approche spirituelle au jeûne. La manière avec laquelle on approche le jeûne et notre attitude mentale durant ce mois sacré va énormément jouer sur le bénéfice qu'on pourra tirer ou non à la fin du mois. Sans surprise, l'approche idéale est celle de la sérénité, l'acceptation et la joie de pouvoir entreprendre, si on le voit de la bonne manière, ce qui pourrait être un parcours régénératif pour nous et pour notre corps. Donc oui, les préparatifs pour ce mois sont les bienvenus, mais ils ne doivent pas nous bouffer toute l'énergie et devenir un facteur de stress au lieu d'être justement un rituel de notre tradition qu'on a du plaisir à faire parce qu'on prend soin de soi et des gens qu'on aime, et que ces rituels et ces préparatifs deviennent une source de mécontentement et de colère. Aussi, le jeûne ne doit pas être une excuse pour s'énerver pendant la conduite, par exemple, ou pour justifier les exaspérations dans le travail, parce que cela voudra dire que vous n'êtes pas en train d'approcher ce mois dans le bon état d'esprit, mais que vous êtes en train de le subir, en quelque sorte, et de le vivre comme une imposition. Le dernier point auquel il faut porter de l'attention est l'attitude par rapport au ftor. Si vous vous jetez sur tout ce qu'il y a sur la table et vous vous goinfrez en moins d'une demi-heure au point de ne plus pouvoir bouger, là aussi il y a un hic par rapport à votre approche au Ramadan. Parce qu'un comportement du genre est une espèce de revanche sur la journée durant laquelle inconsciemment vous pensez d'avoir été injustement privé. Et évidemment, tous les bénéfices du jeûne, soient-ils physiques ou mentaux, s'évaporent. Mais pourquoi est-il important de ne pas être stressé lorsque vous jeûnez ? Eh bien parce que le jeûne est un facteur de stress pour l'organisme, durant lequel il va produire des hormones de stress, dans une mesure contenue, mais il va en produire. Maintenant, imaginez, comme on les connaît bien, l'image du conducteur furieux à 4 heures de l'après-midi ou de la maman dans la cuisine qui se chauffe pour tous les plats et les chiottes qu'elle doit préparer. Leur niveau de stress monte considérablement et ils sont super excités à cause d'une super production d'adrénaline et de cortisol. Ces 2 hormones vont attaquer les protéines de notre corps, y compris le collagène, protéines qui nous maintient entre guillemets jeunes, et vont les dégrader. Ces hormones augmentent aussi la résistance à l'insuline et donnent un coup de pouce au gras pour aller se loger au niveau du ventre plutôt qu'ailleurs, ce qui est une chose qu'on ne veut pas. Maintenant, quels sont les bénéfices du jeûne ? Alors, il existe 2 concepts à considérer. Le jeûne pur et dur qu'on fait pendant la journée du Ramadan et la restriction calorique. La restriction calorique, c'est quand on consomme moins de calories que ce qu'on devrait, étant donné notre poids et notre taille. Et il est possible de coupler l'un à l'autre si on le souhaite pour les gens qui sont en bonne santé. Et maintenant, je vous dirai pourquoi aller dans toutes ces longueurs. Alors, première chose, établissons que les bénéfices dont on parlera aujourd'hui se réfèrent à la restriction calorique comme ils ont été reportés par la littérature scientifique avec comme sujet tout aussi bien des organismes simples comme les levures ou les vers que des organismes plus complexes comme les souris ou les humains. Donc, le premier et super intéressant bénéfice de la restriction calorique, c'est l'augmentation de la durée de vie. Et oui, rien que ça. Alors, chez les souris, une restriction calorique assez sérieuse, de l'ordre de 30 à 50% en moins, commencée juste après le sevrage, permet de gagner entre 30 et 50% en espérance de vie. C'est énorme. Prenons un exemple. Une souris qui a une espérance de vie de, par exemple, 2 ans, va vivre entre 7 et 12 mois en plus. Et tout ceci est accompagné avec un retardement d'apparition de maladies chroniques dégénératives, de tumeurs, diabète, maladies auto-immunes, etc. En plus, la restriction calorique semble préserver les tissus et les organes de la détérioration liée à l'âge, de telle façon à ce que les sujets sous restriction calorique apparaissent plus jeunes par rapport au contrôle, c'est-à-dire les sujets qui ne sont pas sous restriction calorique. Et je peux vous dire aussi que même les études sur les singes sont en train de donner des résultats similaires. Maintenant, qu'en est-il chez les humains ?
Et les résultats chez les volontaires qui veulent bien entreprendre la restriction calorique sont eux aussi très encourageants, avec une protection contre toute une série de maladies chroniques, comme le diabète, certaines dysfonctions cardiaques, l'inflammation, le cholestérol, la pression artérielle, l'obésité centrale et la plaque athéromateuse. Alors ce qui se passe est que dans un environnement d'abondance de nourriture, comme il est perçu par le corps, le corps reçoit comme signal de constituer des réserves, de se multiplier et de se reproduire. À l'opposé de ce qui se passe en cas de carence de nutriments, le corps arrête les divisions cellulaires, mobilise les réserves, recycle les tissus dysfonctionnels et répare. Approfondissons un peu le mécanisme. Donc on connaît tous l'insuline, l'hormone qui fait baisser le glucose. Maintenant, je vais vous introduire deux nouvelles hormones qui sont l'hormone de la croissance, responsable, comme son nom l'indique, de la croissance des tissus, super importante durant l'enfance et l'adolescence, et l'IGF, l'IGF-1, qui est une hormone médiatrice des effets de l'hormone de la croissance. Voyez-le comme une sorte de cascade, une sorte de relation de cause à effet, de telle façon à ce que la sécrétion de l'hormone de la croissance me stimule la sécrétion de l'IGF, qui ira exécuter les fonctions de l'hormone de la croissance. Donc, IGF exécute les fonctions de l'hormone de la croissance. Et il semblerait que des niveaux élevés d'IGF contribuent à l'apparition et à l'accélération de plusieurs types de tumeurs. Pourquoi je vous dis tout ça ? Je vous dis tout ça parce que pendant que chez les souris, la restriction calorique à elle seule est suffisante pour baisser l'IGF, le niveau d'IGF, chez les humains, et pour baisser le niveau de cette hormone, il faudra entreprendre également une réduction dans la consommation de protéines. Donc nous, en tant qu'humains, si nous voulons avoir tous les bénéfices de la restriction calorique, nous devrions restreindre les protéines également. Et entendons-nous bien, en aucun cas, il ne s'agit d'être en état de carence en acides aminés essentiels, ni en vitamines, ni en minéraux. Et j'en profite pour clarifier ce que c'est un acide aminé essentiel. Nous connaissons tous les protéines contenues dans les viandes, les laitages, les légumineuses, etc. Et maintenant, imaginons que ces protéines soient un mur. Ce mur est composé de briques. Et alors, les acides aminés sont à la protéine ce que les briques sont au mur. Et le terme essentiel veut dire qu'on a besoin de les introduire d'une source alimentaire externe parce que notre corps n'est pas capable d'en synthétiser. Très bien. Donc, à ce point, on a établi que le moyen pour réduire les niveaux d'IGF, potentiel contributeur au développement des tumeurs, est la réduction de consommation de protéines, et que l'énorme avantage de la restriction calorique est la possible augmentation de l'espérance de vie avec la relative absence des maladies liées à l'âge. Ce qui nous amène au deuxième bénéfice, qui est l'autophagie. Qu'est-ce que c'est l'autophagie ? Eh bien, l'autophagie, c'est quand le corps dégrade certaines de ses structures et de ces cellules en général qui sont dysfonctionnelles, qui ne marchent plus, et les recycle pour en former de nouvelles, qui fonctionnent mieux, ou simplement il va les éliminer comme des débris. Et me diriez-vous en quoi cela nous intéresserait-il ? Eh bien, tenez compte que la vieillesse est associée à l'accumulation de toute une série de déchets. On va les appeler déchets, ça va être des protéines, des lipides, de l'ADN, de l'ARN endommagés. Cette accumulation est associée à des dysfonctionnements biologiques. Une maladie typique d'accumulation de protéines dysfonctionnelles est la maladie d'Alzheimer. Et sachez que la capacité d'autophagie de l'organisme baisse avec l'âge. Et devinez un peu, la restriction calorique, elle a tenu cette perte de capacité d'autophagie liée à l'âge. Et alors, faisons un autre petit approfondissement pour comprendre un peu comment la restriction calorique peut médier cet effet-là. L'insuline a un effet inhibiteur sur l'autophagie. Et vous savez bien que l'insuline est sécrétée à chaque fois qu'on mange. Donc, à chaque fois qu'on mange, la tendance de notre corps à s'auto-réparer décline. Ceci veut dire que la baisse du niveau d'insuline a un effet positif sur la réparation et le recyclage des structures défaillantes de notre corps.
Cela s'obtient en premier lieu par le jeûne. Par exemple, par le fait de ne pas sauter sur le premier snack à chaque fois qu'on a un petit creux. Et je peux vous dire que les snacks de la matinée et de l'après-midi sont plus contre-productifs qu'autre chose, disons-le. Puis, le deuxième moyen pour obtenir un niveau d'insuline bas est la consommation de sucre lent. Maintenant, reprenons l'idée essentielle de ce passage qui est que l'insuline inhibe l'autophagie. Et pour avoir un niveau d'insuline bas, il suffit de ne pas manger fréquemment et de consommer des sucres lents lorsqu'on mange. Troisième phénomène négatif que la restriction calorique aidera à réduire est l'inflammation. Une étude sur les humains démontre que 80% des sujets sous restriction calorique avaient un niveau de protéine C réactive, qui est un marqueur d'inflammation, qui était plus bas par rapport au contrôle. Et ils avaient d'autres marqueurs, des niveaux plus bas, d'autres marqueurs d'inflammation. Et sachez que l'inflammation chronique, évidemment, joue un rôle important dans le développement de toute une série de maladies liées à l'âge. Voilà. Donc, maintenant, concrètement, comment peut-on appliquer tout cela pendant le ramadan ? Alors, il y a 3 aspects qu'on devrait considérer pour maximiser les effets du jeûne couplé à la restriction calorique. 1. La modération dans la quantité générale de ce qu'on mange pendant la période de iftar. 2. La quantité de protéines et également la source de protéines, animale ou végétale. 3. L'indice glycémique global des repas qu'on consomme. En ce qui concerne la modération de la quantité, comment pourriez-vous faire cela ? Alors, si vous avez la possibilité de faire une visite nutritionnelle chez un nutritionniste qui pourra vous définir le besoin en énergie quotidien en fonction de votre taille, poids, âge, sexe, niveau d'activité physique, ce serait idéal. Parce qu'il va vous déterminer ce besoin en énergie et vous allez décider d'appliquer un déficit de 10 ou 15% pour arriver à la restriction calorique. Autrement, ce que je vous conseillerais de faire si vous n'avez pas cette possibilité, c'est de vous diriger vers des aliments à faible densité énergétique, comme par exemple les légumes, les céréales, les farines complètes, les céréales, par exemple, djisha, etc. Et je voudrais bien préciser que le msemen, le brérir et compagnie ne comptent pas comme céréales, ou du moins ne comptent pas comme céréales à faible densité énergétique. D'autres aliments à faible densité énergétique peuvent être le blanc de poulet, les fromages maigres, essentiellement la ricotta, pas les fromages type Philadelphia allégés, etc. Aussi, excite tout ce qui est frit, brewat, nems, répétons-le, msemen, brir et compagnie. Puis finalement, la source de gras que je vous conseillerais d'utiliser est évidemment l'huile d'olive à rajouter en fin de cuisson crue, idéalement, si vous pouvez. Ceci ne veut pas dire que vous ne devez pas manger tout le reste. Ça veut dire simplement que vous devez d'abord privilégier ces aliments et puis manger le reste avec modération. Et la clé dans la modération, c'est de manger doucement, tranquillement, en conscience et en vous rappelant que votre journée est une période de purification et que le ftor n'est pas un moment de revanche, mais est en revanche l'occasion pour intensifier les effets positifs de la journée de jeûne. Et vous savez ce que vous devez éviter ? Eh bien, vous devriez éviter cette sensation qu'on connaît tous juste trop bien, et je pense sans exception, où après le ftor, on n'est plus capable de bouger ni de se lever. Donc voilà votre objectif. Maintenant, le deuxième point. Comment se comporter avec les protéines ? Un bon point de départ serait celui de faire nhari et nharla. Un jour, vous allez consommer les protéines animales, le lendemain, vous les évitez. Et qu'est-ce qu'on inclut dans les protéines animales ? Eh bien, on inclut viande rouge, poulet, poisson, crustacés, œufs, lait, yaourt et fromage, au cas où il y aura des doutes. Après le jour sans protéines animales, vous pourrez manger ce que vous voulez, les légumes, les fruits, les céréales. Et pour remplacer les protéines, vous pouvez vous faire un bon plat de légumineuses, loubia, ce que vous voulez, accompagné de pain complet, toujours complet, et de riz. Et puis le troisième point concerne l'indice glycémique, qui veut grosso modo dire de combien augmente le taux de glucose sanguin après la consommation d'un aliment donné. En ligne générale, plus l'indice glycémique est bas, mieux c'est, parce que ceci provoque une sécrétion moindre d'insuline, avec tous les effets positifs qu'on a vus dans ce podcast et qu'on n'a pas vus.
Et c'est pour ça qu'on va privilégier les sucres lents par rapport aux sucres rapides. Donc, farine complète, les différents types de chicha sont les bienvenus. Et surtout, pour les gens qui consomment les pâtes et le riz, de privilégier la cuisson à l'italienne al dente. Donc, ils ne doivent pas être super cuits. Il faut qu'ils résistent quand vous les mordez. Et puis, notez que intégrer protéines et gras à tout ce qui est féculent fait baisser l'indice glycémique global du repas. C'est très important. Alors, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas contre votre jus d'orange, mais si j'étais vous, je mangerais sûrement mon orange entière avec ses fibres, si c'est l'aliment que j'ai envie de consommer à la rupture du jeûne, plutôt que de descendre un verre de jus d'orange qui en contient au moins 2 et qui est sans fibres, et donc qui va faire sauter au plafond mon taux de glucose et instantanément. Je pense qu'avec ça, on touche à la fin du podcast, et ce que je voudrais vraiment que vous reteniez, c'est que la sensation de faim n'est pas une punition, ce n'est pas une chose négative ou quelque chose qu'il faut faire disparaître au plus vite à tout prix. La faim est le signal que votre corps renforce ses mécanismes d'adaptation, qu'il s'entraîne à gérer l'énergie, qu'il va puiser dans vos réserves et dans les cellules dysfonctionnelles pour se maintenir. Finalement, tenez compte que quand vous ne fournissez pas en continu de la nourriture, vous laissez aussi le temps à votre corps d'éliminer, ne l'oublions pas, les résidus chimiques utilisés par l'agriculture et par l'industrie agroalimentaire et qui des fois, et souvent même, mettent à dure épreuve notre organisme. Et n'oubliez pas, si vous décidez d'adopter l'approche dont on a parlé aujourd'hui, votre corps va baisser de sa vitesse, de son rythme. Et ce que je vous conseille, c'est de l'écouter et de vous accorder ce ralentissement bienveillant envers vous-même. Je ne dis pas que vous devez négliger vos obligations. Ce que je dis, c'est que vous devez éliminer le superflu, planifier à l'avance, soit sur le plan professionnel que familial. J'entends surtout culinaire pour les personnes qui ont la tâche de nourrir les autres, afin de pouvoir tout faire sans stress et sans précipitation. Il va sans dire que ce qu'on a dit dans ce podcast ne s'applique pas du tout aux gens qui ont des pathologies en cours. Ces gens-là doivent toujours se référer à leur médecin soignant. Donc à ce point, il ne me reste que vous remercier sincèrement pour être arrivé à la fin du podcast avec moi et j'espère que ça vous a plu et surtout de vous retrouver très vite dans le prochain qui, pareil à celui-là, sera instructif, un peu technique, mais expliqué et simplifié. Et si vous avez des questions ou souhaitez un approfondissement, n'hésitez pas à m'écrire. Et sur ce, je vous souhaite Ramadan Karim et à bientôt.